Imaginez une seconde. Un texte, une pensée, jugée tellement subversive qu'elle est restée cachée dans un coffre pendant plus de 70 ans. L'idée derrière, c'est de répondre à une question qui nous travaille tous un peu. Est-ce qu'on est vraiment les architectes de nos vies ou est-ce qu'on est juste les prisonniers inconscients de nos propres peurs? Aujourd'hui, on va explorer cette pensée restée trop longtemps secrète. Et pour ça, la mise en scène est audacieuse. C'est un dialogue intense avec ce qui est appelé le diable. Mais il faut tout de suite évacuer l'image religieuse. Ce n'est pas du tout ça. Le diable ici, c'est une métaphore des forces négatives qu'on a tous en nous. Le doute, la procrastination, la colère et bien sûr la peur. C'est cette personnification qui a dû faire peur à l'époque, j'imagine. Exactement. L'entourage de l'auteur a craint que le public ne comprenne pas, que ça nuise à sa réputation. Du coup, ils ont tout mis sous clé. Ce qui est assez ironique, c'est que cette analyse de nos mécanismes d'auto-sabotage, elle est peut-être encore plus pertinente aujourd'hui qu'à l'époque. D'accord, alors allons-y, plongeons dans cette conversation. La première idée qui frappe, c'est cette notion de dualité de l'esprit. Ce n'est pas une simple bataille entre le bien et le mal, c'est plus nuancé. Oui, l'image utilisée est très parlante. Tout comme l'ombre ne peut exister sans la lumière, Hmm. et l'idée, c'est que la plupart des gens passent leur vie à fuir leur ombre, à nier leur peur, leurs doutes, alors que la clé, ce serait d'apprendre à danser avec. C'est ça qui est vraiment contre-intuitif. Le but, ce n'est pas d'éradiquer le négatif. Ce qui est impossible de toute façon. Voilà, c'est impossible, le but c'est de le comprendre et de le transformer. Un doute, par exemple, ce n'est pas un signal pour s'arrêter. C'est une invitation à affiner son plan. Un échec, ce n'est pas une condamnation, c'est juste une information. C'est cette alchimie mentale, cette capacité à transformer la peur en carburant qui serait la première grande différence. Et justement, cette idée de peur, c'est le pilier de tout le raisonnement. Le texte identifie 6 peurs fondamentales qui seraient à l'origine de 98% de nos échecs. Et je dois avouer, quand j'ai lu ça, ça m'a un peu fait tiquer. 98%, c'est pas un peu excessif? Les circonstances extérieures, la situation économique, le milieu social, tout ça, ça ne compte pas? C'est une excellente question. Et non, l'idée n'est pas de nier l'existence des obstacles extérieurs, bien sûr que non. Mais la thèse qui est assez radicale, je le reconnais, c'est que notre réaction à ces obstacles est infiniment plus importante que les obstacles eux-mêmes. Ces 6 peurs sont vues comme des filtres à travers lesquels on interprète la réalité. Ce ne sont pas la réalité. D'accord. Et la plus puissante, la racine de beaucoup d'autres, c'est la peur de la pauvreté. Ce n'est pas juste la peur de ne pas pouvoir payer ses factures. C'est plus profond. C'est une angoisse existentielle, une peur de l'insignifiance sociale. Et c'est ça qui pousse à faire des choix basés sur la sécurité plutôt que sur l'aspiration. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi une forme de responsabilité? Quand on a une famille, par exemple, cette peur, on peut aussi l'appeler de la prudence. Où est la frontière, en fait? La frontière est très subtile. Et c'est tout l'enjeu. Le texte suggère que la prudence se base sur une analyse rationnelle des risques, alors que la peur, elle, est une réaction émotionnelle qui est disproportionnée. La prudence vous fait prendre une assurance, la peur vous empêche de lancer votre projet de rêve. Une autre peur, dont la puissance a été décuplée à notre époque, c'est la peur de la critique. Ah oui, celle-là, elle me parle particulièrement. On parle d'un texte écrit bien avant Internet. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce n'est plus la peur du jugement des voisins, c'est la peur du jugement potentiel de millions d'inconnus. C'est un point absolument crucial. La peur est la même, mais son levier est 1000 fois plus grand. Cette force négative, ce diable, il a aujourd'hui des algorithmes pour l'aider. Chaque like est une validation, chaque commentaire négatif une menace. Du coup, cette peur de la critique devient un frein énorme à l'innovation, à l'originalité. C'est du conformisme à grande échelle. C'est terrifiant, dit comme ça. Et les autres peurs, rapidement? Il y a la peur de la maladie, qui peut virer à l'hypocondrie, la peur de la perte de l'amour, qui nous fait accepter des relations toxiques par peur d'être seul, la peur de la vieillesse, qui est en fait la peur de devenir inutile, et puis la mère de toutes les peurs, celle de la mort. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'elles ne sont pas isolées. Elles s'entremêlent, elles se nourrissent les unes les autres pour tisser ce que le texte appelle un réseau complexe d'anxiété. Bon, le tableau est assez sombre. Si 98% des gens sont pris dans cette toile, ça veut dire qu'il y en a 2 qui échappent. Qui sont-ils et comment ils font?
C'est ça la fameuse stratégie des 2%. C'est exactement ça. Et ce qui les distingue, ce n'est ni l'intelligence, ni la chance, mais une posture mentale qui est radicalement différente. En fait, ils ont ce que la psychologie moderne appelle un locus de contrôle interne. C'est cette conviction profonde, viscérale, qu'on est le pilote de sa vie, pas un simple passager. Et les autres, les 98%, ont un locus de contrôle externe. Si ça va mal, c'est la faute du gouvernement, de l'économie, du patron. Voilà. Les 2%, eux, se demandent toujours « Quelle est ma part de responsabilité et qu'est-ce que je peux faire pour changer ça ?» Ce n'est pas qu'ils n'ont pas peur. Ils la ressentent comme tout le monde, mais ils l'utilisent comme un signal, pas comme une barrière. Quand la panique arrive, ils cherchent les opportunités. Quand on les critique, ils cherchent la petite part de vérité qu'ils peuvent utiliser pour s'améliorer. Ils ont cultivé une indépendance d'esprit. C'est ça, le vrai secret. D'accord. Le diagnostic est posé. D'un côté, une majorité prisonnière, de l'autre, une minorité qui a appris à maîtriser ses peurs. Concrètement, comment on passe d'une catégorie à l'autre? Quels sont les outils? Le texte propose une sorte de programme de rééducation mentale, très pratique. Le point de départ, c'est la prise de conscience. Il y a une forte insistance sur l'idée de tenir un journal, pas pour raconter sa journée, mais pour traquer ses pensées. L'objectif, c'est d'identifier, noir sur blanc, les schémas négatifs qui reviennent tout le temps. C'est un audit personnel. Et c'est là qu'on utilise des techniques comme la visualisation ou l'autosuggestion, j'imagine. On en entend beaucoup parler aujourd'hui. Oui, mais l'approche est un peu différente. Pour la visualisation, ce n'est pas juste une rêverie. C'est un entraînement où il faut ressentir les émotions de la réussite comme si c'était déjà là. Le but est de créer une empreinte émotionnelle si forte dans le subconscient que ça attire les bonnes circonstances. Pareil pour l'autosuggestion. Répéter « je suis riche » quand on est fauché, ça ne marche pas. Il faut des affirmations crédibles et surtout les charger d'une émotion intense, d'une foi, surtout le matin et le soir. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas aux techniques purement mentales. Il y a une dimension très concrète liée à notre environnement. C'est un point fondamental. Il y a cette phrase assez choc, « Sur le long terme, notre environnement tend à surpasser nos caractéristiques personnelles ». Autrement dit, on peut avoir toute la détermination du monde, si on est constamment entouré de cynisme, de négativité, de gens qui nous tirent vers le bas, on finira par céder. Choisir son entourage, ce n'est pas un luxe. C'est une stratégie de survie pour ses ambitions. Il y a aussi cette notion un peu plus énigmatique de l'autre soi. C'est presque spirituel, non? C'est une spiritualité très pragmatique. Cet autre soi, ce n'est pas une entité extérieure, c'est notre intuition, notre sagesse antérieure, cette petite voix qu'on a tous, mais qu'on a appris à ignorer. Et la foi, dans ce contexte, c'est la capacité à faire confiance à cette intuition et à agir, même quand la logique dit le contraire. Et tout ça mène à un exercice pratique. Un exercice décrit comme étant remarquablement simple, mais profond dans ses effets. Le conseil personnel. Oui, c'est un exercice très puissant. La première fois que je l'ai lu, j'avoue, j'étais sceptique. Ça sonnait un peu étrange. Mais je l'ai essayé. Le protocole est simple. Chaque soir, avant de dormir, on s'isole au calme 10 minutes. On ferme les yeux et on visualise une table de conseil. Autour de cette table, il y a 6 personnes, vivantes ou mortes, qu'on admire le plus. Ça peut être un entrepreneur, un philosophe, un artiste. Et une fois qu'on a notre Dream Team en tête, on fait quoi? On leur expose mentalement un problème de la journée, une décision à prendre, puis on se tait et on écoute. Ce qui est troublant, c'est que les réponses qui viennent ne sont pas celles que notre esprit logique aurait trouvées. En projetant le problème à travers le prisme de ces personnalités, on accède à des facettes de notre propre sagesse qu'on ignorait. On se force à voir la situation sous 6 angles différents. La clé, c'est de noter tout de suite les idées qui viennent. Avec la pratique, ça développe l'intuition de manière spectaculaire. En fin de compte, ce texte est bien plus qu'un simple livre. C'est un manuel de reprogrammation mentale. Il nous invite à ne plus voir nos peurs comme des ennemis, mais comme des messagers, des alliés à transformer. La réponse à notre question de départ, architecte ou prisonnière, elle semble claire. Notre plus grand pouvoir, c'est notre capacité à choisir et à diriger nos pensées. Une idée peut-être encore plus importante aujourd'hui dans un monde qui semble conçu pour amplifier nos anxiétés. Chose d'extérieur qui nous attaque. C'est une partie de nous, le revers de notre propre esprit. Et si c'est le cas, si le problème est intérieur, alors la solution l'est aussi. Le pouvoir de déjouer ses forces est entièrement en notre contrôle.
La question que ça laisse en suspens n'est donc pas de savoir si on peut maîtriser ses forces. C'est plutôt de se demander que se passerait-il si on décidait vraiment de commencer à le faire, dès aujourd'hui.